Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Tech pour toutes, ici à l'école 42. J'ai le plaisir d'animer cette conférence, cette table ronde sur le numérique, une opportunité pour l'emploi. Vous aurez l'occasion, après les échanges qu'on va mener ensemble pendant à peu près 1 heure, de poser des questions. Si vous avez des questions à poser à nos conférenciers, donc n'hésitez pas à la fin de nos échanges à poser une question et échanger en live avec nous, surtout qu'on est retransmis en direct sur YouTube. J'ai la chance d'avoir tout près de moi comme conférencier cette semaine Nicolas Garnier, directeur de la mission locale de Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour à tout le monde. Alors, pour résumer rapidement, vous menez des actions tout azimut, j'ai noté, pour permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ça va, j'ai rien oublié. Et puis, vous avez rejoint la mission locale de Paris en septembre dernier, après avoir travaillé quelques années pour Pôle emploi. Donc, vous avez quelques points communs avec Caroline qui est avec vous à côté. Justement, Caroline, bonjour. Caroline Baccini, qui est directrice territoriale de Pôle emploi. Alors, vous êtes un bel exemple, comment dire, d'une femme qui a grimpé tous les échelons, parce que vous avez rejoint les ACDIC en 94, donc il y a quelques années déjà. Et puis aujourd'hui, vous dirigez carrément le territoire Île-de-France. Paris. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est mon côté marseillais, ça. 17 agences de proximité, j'ai noté 1700 collaborateurs. Et vous êtes en charge de la mise en œuvre de la stratégie Pôle emploi nationale. Et puis, on parlera peut-être des échanges et des actions qui sont menées avec l'école 42. À vos côtés, Caroline Garnier, qui n'est absolument pas parente avec Nicolas. Vous êtes la DRH, la directrice des ressources humaines de SAP, le fameux éditeur de logiciels. Bonjour. Tout à fait, bonjour à tous, à toutes surtout. Oui. Et vous avez auparavant occupé des postes équivalents dans d'autres boîtes de la tech. On pense notamment à Hewlett-Packard ou encore à Dassault Systèmes. Tout à fait. Et last but not least, le meilleur pour la fin, je dirais. Amel qui est la directrice générale de Elle Bouge. Bonjour Amel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Elle Bouge, c'est une association, c'est ça, créée en 2008 en 2005, à la demande des DRH pour faire du personnel les talents féminins aux fonctions des techniciennes et ingénieurs dans le secteur de l'industrie. J'entends un petit bébé, oui, c'est normal. Et vous avez été également auparavant chef de cabinet de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Et puis vous avez aussi une belle carrière d'entrepreneur, donc vous réunissez toutes les cartes, toutes les planètes pour parler avec nous aujourd'hui. Je pense en avoir oublié personne. Première question toute simple. Mesdames, messieurs, première question concernant le cœur du sujet de cette conférence, le numérique, une opportunité pour l'emploi. Mais donc un mot d'abord sur la thématique plus générale, la tech pour toutes, qu'organise 42 cette semaine. Quel regard, quel constat vous portez sur le rôle des femmes dans la tech ? On peut peut-être commencer avec celle qui travaille sur le terrain au quotidien, du côté des SAP et de Caroline Garnier. Oui. Alors, donc, SAP, comme vous le disiez, c'est un éditeur de logiciels. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, une entreprise B2B. On est 100 000 au niveau mondial, une entreprise allemande, donc leader sur son secteur. Donc, on aide en fait les entreprises à leur transformation numérique. Donc, ça vous parle parfaitement, je pense. En France, on est 2500 et on a la moitié de nos effectifs, quasiment 40%, qui sont des développeurs. Donc, de la R&D, donc, ce qui est une de nos particularités par rapport à d'autres sociétés dans notre secteur, c'est qu'on a encore beaucoup de développeurs en France. Alors nous, le constat qu'on fait, alors on est déjà dans un secteur qui est ultra dynamique, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour tous. Donc où il y a beaucoup de recherches de postes et de profils féminins notamment. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que lorsqu'on cherche à embaucher, on a très très peu de profils féminins. Alors parce que au sortir des écoles dans le numérique, on n'a pas beaucoup de profils féminins non plus. Nous, au sein des SAP, on a à peu près 30%, en France, 33% de femmes. Notre objectif, c'est d'atteindre 35% d'ici fin 2023. Donc, c'est vite là. Donc, on arrive à recruter sur les profils juniors 50-50 en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt bien. Quand c'est des profils avec un peu plus d'expérience, c'est beaucoup plus dur. Tout le monde s'arrache les profils féminins et cherche à les retenir.
Mais effectivement, on a amélioré, nous, je dirais, nos processus de recrutement par rapport à ça, parce que si je reviens un petit peu alors, aux stéréotypes, on constate que les femmes postulent moins lorsqu'on a, par exemple, 10 critères de compétences recherchées. Les femmes estiment qu'elles n'ont peut-être pas tous les critères et ne vont pas postuler, alors qu'on a un homme qui va peut-être en avoir la moitié qui va postuler. Donc nous, on a limité nos critères, par exemple, de compétences attendues sur un poste à 5. De manière à effectivement s'assurer de ne louper aucun profil. On fait attention aussi dans les recrutements pour éviter là aussi les biais, parce qu'on est très attentif aux biais et aux stéréotypes, à avoir des femmes en shortlist, mais aussi à avoir les doubles profils dans les recruteurs. C'est-à-dire qu'on a tous nos candidats sont interviewés à la fois par des femmes et des hommes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le constat qu'on fait. Donc nous, on intervient souvent auprès des lycéens, des collégiens, dans les universités, dans les écoles aussi, pour faire connaître les métiers de la tech, connaître les solutions SAP, bien entendu, et susciter des vocations parmi les profils, tous les profils, mais aussi les profils féminins. Alors, vous pouvez réagir, Caroline, Amel ou Nicolas, au propos de Caroline, mais juste une petite question concernant SAP. La situation que vous décrivez, elle est franco-française ou elle est pan-européenne, voire américaine également? Il y a des différences entre, par exemple, l'expérience que vous avez eue chez HP et SAP en matière justement d'inclusion des femmes dans l'entreprise? Alors, je dirais que le monde de la tech, c'est un monde quand même qui est très, très en avance, je pense, sur l'ouverture à la diversité, au sens large, pas que les profils féminins, etc. Mais quand j'étais chez HP, j'ai travaillé 15 ans de ma vie. C'est des sociétés qui ont des réseaux de femmes depuis 50 ans, en interne, etc. Donc, c'est des sociétés qui sont, je pense, très en avance sur toute la diversité au sens large. Après, sur les recrutements, je dirais qu'en fonction de sa renommée, HP, c'est une société qui était à la fois B2B et B2C, donc connue sur le marché. C'est moins le cas des SAP où on est B2B, donc ceux qui ne sont pas dans la tech pure ne nous connaissent pas, à part ceux qui utilisent nos produits. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et entre les différents pays, alors, si je reprends SAP, c'est allemand. En Allemagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Google allemand. Donc, on reçoit des CV à foison comme Google en reçoit. Voilà. Et d'ailleurs, on avait une directrice mondiale de la diversité qui venait de Google. Et quand elle est arrivée chez SAP, elle a dit « Ah oui, chez Google, c'est facile parce qu'on reçoit des CV par montagne d'hommes et de femmes. Donc, c'est facile pour inverser les tendances. C'est moins le cas chez SAP parce qu'on n'est pas connu du grand public. » Voilà. Alors, en préparant cette table ronde, vous me parliez d'un phénomène que vous aviez constaté, qui est celui du syndrome de l'imposture. Est-ce que vous pouvez en quelques mots l'expliquer? Alors, je pense qu'il y a quelque part peut-être un manque de confiance de certains profils féminins. Nous, on s'en rend compte parfois en interne. Je le dis souvent à nos femmes. On voit que les comportements ne sont pas forcément les mêmes, notamment pour un homme qui veut devenir manager. Toute l'entreprise le sait. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Une femme... On ne va pas forcément le savoir, elle ne va pas le faire connaître, donc elle attend plus qu'on aille potentiellement la chercher, ou elle pense qu'effectivement elle n'a pas forcément toutes les qualités pour. Donc nous, on met un certain nombre d'actions en interne pour justement inciter nos profils féminins justement à oser finalement et à candidater sur des postes où finalement elles ne s'imaginent pas et sur lesquels elles réussissent très bien. Bien. Caroline Macchini ou Nicolas Garnier, vous avez également constaté ce phénomène au niveau de Pôle emploi, au niveau de la mission locale, à la fois ce syndrome de l'imposture et à la fois ce manque de main-d'œuvre féminine dans la tech. Peut-être avec Caroline pour commencer. Alors c'est vrai que du côté de Pôle emploi, quand les demandeurs d'emploi, enfin les demandeuses d'emploi s'inscrivent, la tech, c'est pas forcément un secteur qui vient en premier lieu. Donc les femmes recherchent des activités plutôt sur d'autres secteurs. Alors le rôle de Pôle emploi et des conseillers, c'est bien évidemment d'informer sur le marché du travail, d'informer sur les secteurs qui recrutent. Et le numérique fait partie des secteurs en tension, donc d'opportunités d'emploi. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la salle, et il faut vraiment se saisir de ces opportunités d'emploi. Alors après, on a un rôle donc de conseil, d'orientation, et puis on le verra tout à l'heure
dans les actions que l'on conduit auprès des femmes pour porter la tech. Mais on a aussi un rôle vis-à-vis des entreprises aussi pour changer un petit peu les mentalités aussi, parce qu'on en parlait justement, Caroline en parlait aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans le numérique, les postes sont beaucoup pourvus par des hommes. Et c'est vrai que comme c'est un secteur en tension où il y a des difficultés de recrutement, puisque on manque de demandes, et donc c'est aussi cette posture de conseil que l'on a vis-à-vis des entreprises, de dire que à compétences égales, les femmes peuvent tout aussi bien que les hommes occuper des postes dans la tech, et donc c'est tout le travail que l'on conduit avec les entreprises sur ce sujet, notamment aussi pour des femmes qui seraient aussi en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, la tech est réellement une opportunité. Merci Caroline. Nicolas, de votre côté, vous confirmez les propos de Caroline, et au-delà, vous me disiez en préparant toujours cette table ronde que paradoxalement, les premiers ouvriers du numérique, c'était des femmes. Oui, donc rapidement, la mission locale de Paris, elle accompagne effectivement la jeunesse parisienne, en tout cas les jeunes parisiennes et parisiens qui sont en recherche d'insertion sociale et professionnelle, donc en recherche d'emploi, d'activité. Donc on retrouve un certain nombre de phénomènes liés à l'égalité, ou plutôt l'inégalité femmes-hommes. On pourra aussi en dire un mot. Quand on a préparé la table ronde, on parlait de rôle modèle. J'ai regardé un petit peu, j'ai quelques noms que tout le monde doit avoir en tête ici, mais de femmes effectivement qui peuvent incarner la femme dans la tech. Bon, il y a évidemment Ada Lovelace que tout le monde connaît, mais Margaret Hamilton, Eddie Lamar qui avait la particularité, je crois que c'est l'exemple préféré pour moi. Eddie Lamar, elle était actrice dans la première moitié du XXe siècle, et c'est elle qui a participé à l'invention du codage secret des transmissions, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de la Wi-Fi, du Bluetooth et des fonctionnements de GPS qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà. Et on évoquait, est-ce qu'aujourd'hui, mais je laisserai les autres intervenantes le dire, est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des modèles ou des rôles modèles de cette auteur-là, des figures tutélaires. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point, alors, je suis pas sûr de pas avoir dit ça il y a 2 ans quand on était dans la même situation, mais c'est pas grave. Ouais. J'aime beaucoup cet exemple de Jacques Perret, qui était un professeur de littérature latine à la Sorbonne dans les années 50, et qui avait été interrogé par IBM pour trouver le nom de cette grosse machine que IBM venait d'inventer. Il avait piqué l'idée, justement, entre autres, Grace Hopper avec le langage COBOL, ou Ada Lovelace qui était une des premières programmatrices. Mais quand même, c'était une grosse machine, donc calculateur, synthétiseur, agrégateur. Et puis il pense à ordinateur, donc il évoque dans sa lettre à IBM ordinateur, et puis il se dit ordinateur, c'est quand même proche du monde de la théologie, ordinateur, ordination, donc ordinatrice, ce serait pas mal. Et pour le citer exactement, il dit: en relisant les brochures que vous m'avez données, je vois que plusieurs de vos appareils sont désignés par des noms d'agents féminins, trieuse, tabulatrice, ordinatrice serait parfaitement possible. Bon, finalement, IBM a bien retenu la démonstration pour arriver au terme d'ordinateur, mais pas aller jusqu'au bout de la lettre, et a donc retenu ordinateur. Certains disent que c'est parce que les personnes qui ont décidé à IBM à l'époque considéraient que peut-être qu'un terme féminin, ça c'était pas à la hauteur des grosses et fortes machines qui avaient été construites. Aujourd'hui, quand on voit qu'on rend les choses plus petites, quoi. Ouais, miniaturisation, c'est dur à dire. Je pense que ça aurait été probablement très anticipatoire que de retenir ordinatrice. Voilà. C'est une anecdote, mais pas que. Ouais. Et puis j'en ai une autre que je vous ai livrée, ce qui n'est pas une anecdote, c'est une affiche de pub des années 60 ou 70. Parce qu'on dit souvent en fait que la rupture, alors effectivement il y avait beaucoup de femmes dans le numérique avant les années 80, mais plutôt sur des métiers peu qualifiés, sur de la saisie. Ouais. Et puis dans les années 80, ça se transforme. Jusqu'au bac, on va dire les filles sont aussi, voire plus présentes sur les sujets mathématiques que les garçons, sont surtout aussi
voire certainement plus performantes, enfin en tout cas obtiennent des meilleurs résultats. Et puis après, ça s'inverse. On se retrouve avec 12% des étudiants dans les grandes écoles qui sont des étudiantes. Donc forcément, à la sortie, au moment des recrutements, c'est plus compliqué de rétablir l'équilibre. Et cette affiche que j'ai en tête, je ne sais plus pour quel fabricant d'ordinateur c'est, mais peu importe, on voit un papa qui est assis, peut-être que la petite fille voudrait figurer sur l'affiche. On voit un papa qui est assis sur son fauteuil, avec son garçon sur le genou, avec un ordinateur. Je crois que c'est les premiers Apple, mais je ne suis pas sûr. Et puis on voit maman et sa fille derrière qui est dans la cuisine. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Et en fait, certains considèrent qu'à partir du moment où l'ordinateur est entré dans le foyer, et que forcément, encore à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui dans un certain nombre de cas, comme c'était un outil de loisir, à la maison, le loisir, c'est quand même réservé aux hommes, c'est bien connu. J'espère que je ne vais pas me faire lyncher, ça va, je ne suis pas trop loin de la porte. Non, mais sérieusement, à l'époque, c'est ça. Et du coup, les hommes s'approprient l'outil à la maison, et du coup, les enfants, les garçons s'approprient l'outil à la maison, et du coup, c'est eux qui vont aller plus vers le numérique. D'ailleurs, c'est très probablement multifactoriel, le phénomène, mais en tout cas, il y a une des explications. Voilà. Et moi, j'aime assez les choses qui parlent d'elles-mêmes, même si j'ai mis du temps à l'expliquer. Mais voilà, donc ces deux exemples-là sont assez marquants. Je ferai le mérite d'être clair. Amel Kefif, ce constat, j'imagine que vous l'avez fait si vous avez rejoint l'association Elle Bouge. On parlait tout à l'heure de figure tutélaire avec Nicolas. C'est vraiment votre moteur d'apporter justement des référents aux futures, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, pour qu'elles puissent se lancer plus grandement dans les métiers, dans certains métiers qui sont très masculins. Oui, exactement. La naissance d'Elle Bouge, elle est vraiment née de ce constat, du manque très clairement de modèles identificatoires, des rôles modèles qu'on appelle tous les jours, vous l'avez entendu plusieurs milliers de fois ce mot, de modèles identificatoires dans les secteurs industriels. Donc, quand Elle Bouge est née, elle est née de la demande de 2 DRH qui avaient un besoin d'attirer des talents féminins dans des métiers à fonction technique, d'ingénieurs, scientifiques et technologiques. Il y a 16 ans. Et donc le constat, si on va le chercher, c'est ce que vous venez d'indiquer, monsieur, c'est que à l'école, déjà, dès la sortie du bac, en école d'ingénieur, il n'y a pas assez de talents féminin, il n'y a pas assez d'étudiantes, donc évidemment l'incidence elle est réelle sur l'emploi et sur l'économie, et on peut aller beaucoup plus loin ensuite sur les stéréotypes qui sont cultivés concernant la place des femmes. Donc avec Elle Bouge, on va essayer de venir réparer ça. Donc on a des partenariats, on a 250 partenariats, notamment donc avec des entreprises, énormément d'entreprises. Donc à l'origine, c'était l'industrie lourde, le BTP, le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial. Aujourd'hui, on a une recrudescence de partenariats qui viennent du monde de l'assurance, du monde de la banque, de pure player, informatique pure. Et là, ils nous font la demande de les aider à attirer, à changer l'image des femmes dans la tech. Et qu'est-ce que c'est la tech? Qu'est-ce que c'est le numérique? On ne l'imagine pas, on ne sait pas en fait si on ne le voit pas. Pour les jeunes filles, et moi la première, qu'est-ce que sont les métiers de la tech? C'est l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les logiciels, les développements, le web. Et derrière chacune des entités, des mots que je viens de nommer, ce sont des centaines d'emplois. Et c'est impossible de les connaître, de se rendre compte de ce qu'offre le marché de l'emploi dans la tech si les jeunes filles ne vont pas le voir. Donc on organise, donc on va emmener des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, et depuis novembre, des classes d'école primaire. Et là, on emmène l'ensemble de la classe à la découverte de ces métiers par le biais des marraines. Donc, chez nos partenaires entreprises, on va recruter, entre guillemets, des marraines. Donc, ce sont toutes ces femmes qui ont des fonctions techniques, scientifiques, et qui vont, dans un parcours au sein de leur entreprise, présenter leur métier. Ça va aider ces jeunes filles à se projeter, à s'identifier. Ce que vous indiquiez, monsieur, le phénomène où on ne connaît pas, enfin je les connais, mais en général, Ada Lovelace, Eddie Lamar, qui sont-elles? Et en fait, c'est le phénomène vraiment d'invisibilisation de ces femmes. On connaît toutes Einstein, tous ces grands noms, mais pourquoi on ne connaît pas les femmes? Et c'est une réelle volonté de ne pas les mettre en avant. Ordinatrice, c'est très 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 clairement le cas. Et aujourd'hui, ça continue, ça perpétue. Heureusement, il y a des
dizaines d'associations, centaines d'associations qui naissent tous les jours pour mettre en avant la réelle place des femmes sur le métier. Donc voilà, donc on va venir en tout cas nous présenter la possibilité que ces jeunes filles puissent se projeter et c'est très clairement ce qu'on veut faire, c'est leur permettre de s'orienter comme elles le souhaitent, qu'elles se donnent la permission et surtout qu'elles ne se privent pas d'une orientation académique ou professionnelle par méconnaissance d'un secteur ou parce qu'il est stéréotypé masculin. Alors, peut-être une réaction de Caroline ou Nicolas. Quelles sont les actions, justement, que ce soit du côté du Pôle emploi ou de la mission locale de Paris, que vous menez à l'image de ce que peut faire Amel du côté d'Elle Bouge, pour sensibiliser, justement, les plus jeunes femmes à la nécessité de s'orienter vers des métiers un peu plus scientifiques? Alors, du côté de Pôle emploi, on conduit plusieurs actions. La première, celle d'agir sur l'attractivité des métiers et sur la connaissance des métiers, la découverte des métiers. Pour cela, donc, on organise toutes les semaines dans les agences Pôle emploi parisiennes, je vais parler de Paris, mais également d'Île-de-France, des sessions de découverte des métiers, et notamment sur la tech, avec des entreprises qui viennent dans les agences Pôle emploi et qui viennent présenter leurs métiers, les opportunités aussi de progression dans l'entreprise pour donner l'envie, pour, entre guillemets, vendre aussi la marque employeur et puis la marque du secteur de la tech. Donc ça, c'est une première action que nous conduisons. Ensuite, une deuxième action, lorsque vous êtes demandeuse d'emploi et donc vous êtes suivi par un conseiller référent, c'est celle de poser un diagnostic avec les demandeurs d'emploi et puis de regarder un petit peu comment on va construire le parcours. Et donc, on est bien évidemment dans notre enjeu, c'est d'amener les demandeurs d'emploi vers les secteurs qui recrutent, et la tech fait partie des secteurs qui recrutent. Et donc, pour accompagner les demandeurs d'emploi et les demandeuses d'emploi sur ce secteur-là, on mobilise également le développement des compétences, c'est-à-dire qu'on va passer par des dispositifs de formation qui vont permettre aux demandeuses d'emploi d'acquérir les compétences requises pour accéder au métier du numérique. Donc, on a tout un panel de formation, un dispositif de formation qui soit financé par le Conseil régional, par Pôle emploi. Je pense notamment aussi au programme de la ville de Paris avec Paris Code. Et puis avec des partenaires tels que le partenaire aujourd'hui qui est l'école 42. Donc vous voyez, sur 2022, on a un peu plus de 7000 formations qui sont disponibles pour les demandeurs et demandeuses d'emploi en Île-de-France sur les métiers du numérique. Donc c'est vraiment des opportunités de se former au métier du numérique. Non, pas forcément. Non, la question était, pour ceux qui ne vous ont pas entendu, est-ce que c'était la plupart des formations à distance? La réponse non, c'est... Oui, alors comme il y avait la période de la crise sanitaire, on avait travaillé avec les centres de formation pour justement qu'il n'y ait pas de stop and go. Et donc, un certain nombre de formations étaient passées en digital, mais là, les formations ont repris en physique. Et puis, on travaille aussi notamment pour favoriser la tech auprès des femmes. On travaille avec des partenaires dans le cadre de programmes, donc notamment avec Social Builder. Je pense que beaucoup de personnes connaissent, sur le programme Horizon qui permet en fait de faire découvrir les métiers de la tech. Donc ça fonctionne très très bien parce qu'on a des retours très positifs des demandeuses d'emploi qui participent à ce programme. On travaille également avec l'association Diversity Days aussi, avec le programme Déclic numérique, qui permet aussi, qui a pour objectif de susciter, on va dire, la vocation du numérique notamment aussi auprès des femmes, avec tout un programme. Alors là, par contre, on est sur du digital, madame. Oui, voilà, aussi avec Social Builder. Avec un programme aussi digital qui peut aussi être utilisé dans le cadre de reconversion et qui a comme objectif de donner l'envie d'aller vers le numérique. Donc voilà,
beaucoup d'actions qui sont conduites. Après, on conduit également des job dating avec des entreprises de la tech, hein, donc rencontres, offres, demandes en direct. C'est également toutes les semaines dans les agences Pôle emploi. Donc ça, c'est aussi des opportunités, hein, puisqu'il y a des recrutements sur tout niveau de qualification. Et puis, on utilise aussi une méthode de recrutement, on va dire, innovante, qui lève en fait le CV et qui se base sur... on va regarder, en fait, on va évaluer les habilités d'une demandeuse d'emploi ou d'un demandeur d'emploi. Et là, on l'utilise aussi justement dans les actions auprès des femmes pour tester les habilités dans le numérique. Voilà, donc c'est aussi ce que ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation que l'on utilise avec bon nombre d'entreprises. Voilà, donc beaucoup d'actions en interne qui sont conduites par Pôle emploi et avec des partenaires pour amener les femmes vers les métiers de la tech, parce que comme je vous le disais, c'est un métier en tension, donc il y a de réelles opportunités d'emploi. Nicolas, de votre côté, la mission locale de Paris, il y a des actions spécifiques, et puis après on basculera sur le thème du numérique et de l'emploi en général, des actions spécifiques qui sont menées pour la féminisation de ces emplois du numérique. Je vais répondre tout de suite à votre question. Je veux juste insérer un petit élément complémentaire, si vous me permettez. Il y a un rapport du Women's Forum qui est sorti tout début 2020, qui dit que le manque de mixité dans le secteur du numérique, c'est potentiellement une perte de 15% du PIB. Donc c'est juste, pardon pour être un peu sérieux, enfin pas sérieux, on est sérieux, mais peut-être un peu dramatique, mais ouais, c'est la réalité quand même. Et puis la deuxième chose, c'est sur les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, en général, et au-delà de la tech, on reste à plus de 20% d'écart. Et si une partie de cet écart s'explique, je ne dis pas qu'il se justifie, mais en tout cas il s'explique par un niveau de qualification un peu plus bas, par une activité à temps partiel plus forte. Typiquement, ça s'explique, c'est pas pour autant que ça se justifie. Le temps partiel n'est pas toujours choisi. Il reste 8-9% des écarts salariaux qui n'ont aucune explication, aucune légitimité, et qui sont depuis 30 ans et depuis la loi Roudy, si je ne m'abuse, qui sont illégaux. Voilà, je repose juste ça parce que c'est aussi des occasions comme ça qu'il faut redire ça et remettre le doigt sur. J'ai évidemment pas de baguette magique, mais en tout cas c'est important, je pense, de partager aussi cette réalité-là. Sur les actions de la mission locale, on retrouve évidemment des éléments convergents avec Pôle emploi, probablement plus pour ce qui nous concerne sur mobilisation, sensibilisation au métier, en tout cas sur les publics qu'on accompagne de près, parce qu'on est peut-être à une étape précédente à la dernière étape qui leur permet d'accéder à l'emploi, mais on retrouve des éléments de même nature avec, en faisant venir des intervenants, des professionnels pour présenter les métiers. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble sur le sujet. Des coachs, je disais, de moteurs de recherche internationaux qui viennent dialoguer avec les jeunes, des chefs d'entreprise qu'on a fait beaucoup en visio évidemment ces derniers temps, mais ça permet de sensibiliser les jeunes. Il y a le sujet de la formation et je reviens sur ce que disait Caroline sur les formations Ville de Paris, sur le label Paris Code en particulier, qui ont la particularité d'être très peu sélectifs en termes de diplôme et d'expérience à l'entrée, d'avoir un taux de sortie emploi à plus de 90% et d'être sur en tout cas la recherche d'innovation pédagogique, c'est un des critères de la ville pour acheter de la formation. Et après, en termes d'emploi, on est beaucoup sur l'alternance et du coup sur l'accompagnement des potentiels alternants vers les métiers de la tech comme d'autres métiers en tension. A priori, on arrive bien à comprendre qui s'adresse à Pôle emploi aujourd'hui, malheureusement. Quels sont votre public cible, je dirais, chez Mission Locale? C'est peut-être un public plus jeune, plus en amont, plus en... Alors, c'est nécessairement un public plus jeune, puisque ça n'est qu'un public jeune. Enfin non, nous sommes tous jeunes. C'est gentil. Voilà. Enfin, si je le suis, beaucoup d'entre vous le sont, donc tout va bien. Insertion sociale. Clairement, jeunes, parisien, pour ce qui est la mission locale de Paris, en demande d'insertion sociale et professionnelle. Ouais. Il n'y a pas d'autres critères. Donc il n'y a pas de critères évidemment de diplôme, d'expérience, d'âge, de sexe, d'origine ethnique. Je fais exprès.
pardon, mais sur les discriminations, je pense qu'on pourrait tirer longtemps le fil. Voilà, donc c'est vraiment un jeune qui est en besoin d'insertion sociale et professionnelle, qui pousse la porte de la mission locale. Il sera d'une façon ou d'une autre pris en charge. Et on a j'allais dire, une deuxième mission. La mission essentielle, c'est celle d'accompagner. La deuxième mission, qui est tout aussi essentielle, au-delà des jeunes qui poussent la porte des missions locales, c'est d'aller chercher tous les jeunes qui, pour des raisons X, Y, ne vont plus à Pôle emploi, à la mission locale, dans les locaux de la ville de Paris, et qu'on va chercher plus ou moins en rupture, qu'on aura le bol, qui sont assez désespérés, qui sont voilà, et vraiment d'aller les chercher pour les ramener vers les solutions d'accompagnement qu'on peut leur proposer. Qu'il y a un attirail législatif ou de l'accompagnement ou des subventions ou des aides à leur disposition, et c'est là où vous intervenez principalement. C'est ça, qui n'ont pas conscience ou qui sont dans le phénomène qu'on évoquait tout à l'heure, qui est particulier pour les femmes et les femmes salariées quand on parle d'autocensure, qui considèrent qu'en fait il y a plus rien pour eux, quoi. Vous le disiez avec l'homme dont tout le monde sait qu'il veut être manager. On a des éléments convergents qui disent que un homme qui voit un poste, alors y compris en évolution professionnelle, ça parle aussi des écarts salariaux, ça, qui se dit bon, allez, j'ai 60-70% des compétences attendues, ça va le faire. Une femme, si elle n'est pas à 120%, elle ne va pas y aller, quoi. Alors évidemment, tout ça est un peu caricatural et péremptoire, mais quand même, il y a une certaine forme de réalité à tout ça, quoi. Et jusqu'à l'accompagnement pour la recherche de stage, d'alternance, voire carrément d'allocation, d'aide. Alors stage, alternance, emploi, immersion professionnelle, découverte des métiers, avec la possibilité d'accéder en fonction du niveau de revenu à une allocation. Et on fait comment pour s'adresser à vous, Nicolas ? On fait comment pour s'adresser à moi ? Vous venez me voir. Mission locale de Paris. Il y en a plein dans cette salle. Mission locale de Paris, le site internet missionlocale.paris. Vous voyez, même moi je le connais pas. Missionlocale.paris, mais enfin vous tapez Mission locale de Paris sur internet, vous trouvez le site et on peut tout faire. On peut s'inscrire, on peut se manifester, on peut râler, on peut s'inscrire à des ateliers. Si, on a le droit de râler. Bon. Très bien. Râler, c'est comme l'échec à 42, c'est une forme de réussite, mais à râler, c'est une forme d'attitude constructive, je pense. Bon, ça fait plaisir d'entendre. Je dis l'échec, c'est une forme de réussite. Enfin, c'est ce qui permet la réussite à 42. Dans l'esprit de 42, c'est une des particularités de 42. C'est ce qui construit la réussite. Oui, c'est pas une fin en soi. On va en parler de 42 tout à l'heure en fin de conférence. Vous vouliez réagir, je crois, Caroline. Oui, je voulais réagir sur trois choses. La première, c'est sur les programmes de formation, pour dire, parce qu'on n'en a pas parlé effectivement. Et nous, côté SAP, on a un programme de formation en lien avec Pôle emploi, justement, qui s'appelle People to Work. Et on travaille avec Fitech, notamment, sur ce programme-là. Et en fait, on forme gratuitement les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui le souhaitent sur les outils, les solutions SAP, les produits SAP, avec l'objectif que 81% d'entre eux trouvent un emploi à la sortie de cette formation. Donc ça, c'est un programme qui a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant en France et qui existe depuis plusieurs années chez SAP en Allemagne. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Ça, c'est la première chose, sachant qu'on a quand même des perspectives de recrutement, alors pas forcément au sein même des SAP, mais au sein de nos partenaires, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires qui sont de plusieurs milliers d'emplois dans les 2-3 ans qui viennent sur des solutions SAP. On a vraiment des pénuries de consultants sur les solutions SAP. Alors, c'est pas des forcément... formations en 3D. Non, là, pas en 3D, précis. Non. Oui. Mais nous, on n'est pas forcément... non, c'est parce que nous, on n'est pas sur ce domaine-là. Dassault Systèmes fait du 3D, par exemple. C'est une de mes anciennes structures, donc je connais bien. Comment ? Oui, c'est une société qui fait pas mal de choses. Dassault, oui. Je leur soufflerai la prochaine fois. Quel est le lien ? Parce que ça m'intéresse, SAP. J'ai utilisé SAP dans le recrutement et en intérim. Alors, vous pouvez, je pense, rechercher People to Work sur Internet. Vous allez trouver des informations sur le sujet. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est la partie PIB dont Nicolas parlait. Oui. Et effectivement, nous, dans une entreprise comme SAP, on est convaincus que la diversité, c'est pas juste pour faire joli et diverse, hein, c'est vraiment source d'innovation, de créativité et de performance. On est certain que plus, alors c'est valable pour une diversité au sens large, mais plus on a des personnes qui pensent différemment les unes des autres, plus on apporte de la valeur ajoutée à nos clients, plus on est créatif et plus ça sert l'entreprise et au sens large la société. La troisième chose, c'était sur la partie salaire.
Donc effectivement, on a beau avoir des grandes entreprises internationales ont généralement une classification interne, des grilles de salaire qui sont évidemment les mêmes pour tout le monde, hommes, femmes, etc. Et on constate au fil du temps que parfois, effectivement, il y a une disparité salariale. Alors nous, chez SAP, on fait depuis plusieurs années une étude chaque année hommes-femmes, et on essaye de régulariser lorsqu'il y a un constat effectivement de gap salarial dans les deux sens, qui peut être à l'encontre de la femme ou de l'homme. C'est plus rare. C'est plus rare, ça arrive. Alors après, on peut avoir des parcours qui sont très divers, des équipes qui se recomposent avec des réorganisations. Donc tout ça est assez complexe quand même dans des sociétés qui bougent beaucoup. Mais effectivement, c'est un sujet. Et Caroline, bon, on reste avec vous. Et vous avez, je crois, amené des actions concrètes également sur le terrain, au sein de l'entreprise SAP, pour développer des outils numériques afin d'accompagner l'évolution des carrières de vos salariés. Oui. En clair, favoriser le bien-être au travail. C'est quoi? C'est des algorithmes? Alors effectivement, nous, on travaille effectivement on développe des logiciels avec de l'intelligence artificielle. On a un outil, notamment RH, au sein des SAP. Et c'est des outils qui permettent plusieurs choses. D'identifier, par exemple, quand est-ce qu'une personne est susceptible de quitter son poste, en regardant le parcours de la personne, depuis combien de temps il est sur son poste, etc. Et donc d'identifier si cette personne va quitter, par exemple, son poste dans 6 mois, va vouloir faire autre chose, etc. D'identifier des personnes qui sont susceptibles de le remplacer, notamment en interne, et de voir quel type de formation cette personne devrait suivre pour être à même de prendre ce poste à plus ou moins à long terme. Ça, c'est un des exemples. Ensuite, on a aussi des outils qui nous permettent de screener, alors, voilà, de regarder, voilà, de regarder nos offres d'emploi, justement, et de s'assurer que nos offres d'emploi sont vraiment conformes et comportent pas de mots stéréotypés, justement, de genre, et qui seraient de nature à influencer voilà, plutôt des profils que d'autres profils. Ça, ce sont des exemples de choses que l'on a en place. Et ensuite, on a tout ce qui est autour de la formation aussi, qui est très développé, qui pousse des contenus de formation en fonction des souhaits des personnes et aussi des postes que l'on ouvre dans l'entreprise. Ensuite, on a on a une autre plateforme qui est là plus autour des stéréotypes, parce qu'on est convaincu qu'on véhicule tous des stéréotypes, des biais, hommes ou femmes, depuis quasiment notre naissance, et sans s'en rendre compte, et que c'est pas quelque chose qui va évoluer parce qu'on a fait 2 conférences dans l'année. Pour faire simple. Donc on a développé une plateforme en interne qui est accessible notamment à nos managers et qui donne des petits challenges, justement, et avec des petites vidéos, des petits tests, des actions à prendre, et qui revient de manière très répétitive dans l'année. Donc on a des nouveaux challenges, je dirais, qui sont disponibles chaque mois, et qui permet comme ça de combattre, d'identifier les biais et essayer de les combattre en tout cas, et de mettre en place des actions. Oui, Caroline. Juste peut-être pour rebondir par rapport à ce que disait Caroline, je pense que la place de la femme dans les entreprises évolue, et je pense que désormais, il y a beaucoup d'entreprises qui l'intègrent dans leur politique sociale. Si je prends l'exemple de Pôle emploi, puisque c'est mon entreprise, il y a une attention très particulière sur le taux de féminisation, notamment dans la part des postes d'encadrement. C'est vraiment très regardé. À chaque recrutement, on a vraiment une attention particulière sur les candidatures de femmes, et puis également idem sur la politique salariale, comme le disait Caroline, avec une grille identique d'échelons, qu'on soit homme ou femme, et puis avec, parce qu'il y a des historiques, il y a de l'histoire, il y a du passé de chacun, avec des régularisations qui interviennent chaque année pour toujours s'assurer qu'on est bien dans une égalité homme-femme, en tout cas sur la politique sociale. Alors, avant de revenir avec vous, Caroline, parce qu'on a beaucoup parlé de femmes et de numérique, mais pas du sujet général du numérique, du Pôle emploi, parler un petit peu chiffres avec vous et de la situation du marché de l'emploi, notamment en Ile-de-France, et des actions que vous menez de votre côté de Pôle emploi. Peut-être un petit mot avec Amel, parce que votre parcours me semble très intéressant. Vous avez été entrepreneur, vous avez été dans le milieu politique. On sait que c'est un milieu qui est très difficile, qui est très dur, notamment pour les femmes. Et oui, vous êtes aujourd'hui dans le milieu associatif. Comment vous avez vécu ces passages dans des univers tout à fait différents, et est-ce que vous avez ressenti au fil des années une évolution? Alors, effectivement, c'est des passages qui se sont complétés avec comme fil rouge
l'envie, l'ambition. Et j'ai pas eu personnellement de difficultés, en tout cas professionnelles, si ce n'est effectivement en cabinet ministériel, mais c'est évidemment le milieu qui veut ça. Hein. C'est propre au... Évidemment, non. Non, mais c'est même pas tant dans les... Enfin, alors, effectivement, les rapports humains, mais les rapports entre parties, bref. Et la charge de travail, hein, qui est très violente. Mais ce sont plutôt les injonctions sociales qui sont les plus compliquées à relever, qui sont les plus compliquées à se détacher. C'est-à-dire voilà. les injonctions sociales pour développer. Les injonctions sociales, hein, c'est t'es une femme, t'es entrepreneur, en plus t'es maman, bon, c'est un petit boulot comme ça pour te faire passer le temps. Non, j'ai envie d'un vrai chiffre d'affaires. J'ai vraiment envie d'avoir... Donc, j'ai été entrepreneur pendant 8 ans. Et non, mais j'ai créé des filiales. J'ai vendu ma société. J'ai eu une vraie volonté de revenir dans le salariat, évidemment. Mais ensuite, je suis revenue au salariat, puis en cabinet. Mais comment tu fais avec tes enfants? Comment tu fais pour sortir tard? C'est pas normal. Et donc, c'est systématique. Et dans la tech, ça va se reproduire. Soit vous n'êtes pas performante au travail, soit vous êtes une mauvaise mère. Il n'y a jamais de juste milieu. Voilà. Et on peut être les deux à la fois. Alors après, ça demande énormément de travail. Hein. On peut tout avoir, mais ça demande d'agilité. D'agilité, d'adaptabilité, de savoir lâcher prise sur certaines choses. Hein. Mais en tout cas, ça c'est pour moi. Mais quand bien même, donc j'ai commencé aussi ma carrière d'entrepreneur en intégrant des réseaux d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, de mamans entrepreneurs également, et qui m'ont amené ensuite jusqu'au monde politique. Et la force des réseaux, et c'est ce que vous créez en interne, hein, avec ces formations contre les stéréotypes, parce qu'on est donc toutes et tous... on a tous et toutes des biais. Des biais lorsqu'on élève nos enfants également. On ne va pas élever une fille comme un garçon, même si on est profondément convaincu de donner la même éducation à nos enfants, on ne le fait pas de la même manière. Et ce, déjà avant la naissance, ça se passe dans le ventre. Comment on va caresser son ventre, comment le ou la conjointe va s'exprimer au niveau du ventre, la manière dont on va juste changer son enfant n'est pas la même, quels mots on va lui dire, comment on va exprimer les mots, par exemple. Quand un papa change sa petite fille, il va beaucoup parler avec elle. Quand il va changer son petit garçon, il y aura beaucoup moins de mots. Donc, clairement, moins d'émotions, moins de mots émotifs. Les garçons sont moins émotifs, donc ils sont plus durs, plus violents, moins sensibles, contrairement aux filles qui sont plus expansives. Donc voilà, c'est pas des vérités, c'est juste ce qui se passe en tout cas à ce niveau-là. Et donc tout ça pour indiquer que la puissance des réseaux est nécessaire. Nous, en tout cas, dans les solutions aussi qu'on propose, c'est pour justement pouvoir aider les jeunes filles à avancer. On a créé un forum qui s'appelle Forum Réseau et Carrière au Féminin, qui est un forum de recrutement 100% féminin. Donc il n'y a que des candidates qui proposent leur candidature à nos partenaires. Mais c'est aussi un forum, et ça c'est dans notre ADN, de transmission intergénérationnelle, donc de marraines qui vont parler aux jeunes filles. Et je rejoins ce que vous aviez dit, Monsieur Garnier, juste avant, c'est que on est obligé de se faire rencontrer le monde de l'entreprise avec les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre quel est ce monde. Et effectivement, on peut toujours présenter les grandes figures, les grands DRH, les grands PDG et autres, mais il faut savoir présenter à un niveau aussi en dessous, parce que parfois c'est trop loin de soi. C'est pas notre ambition que d'être un futur grand ou cadre ou autre. Et donc, c'est pour ça qu'on va nous aussi présenter des figures de techniciennes, des figures donc de personnes en maîtrise d'ouvrage, voilà, à différents niveaux, ou même à tous les niveaux, pour que la projection soit la plus identifiable pour la personne. Et on demande même à nos étudiantes, donc on a aussi des partenariats avec énormément d'écoles de l'enseignement supérieur, donc les étudiantes vont bénéficier de ces interactions avec les entreprises, mais elles vont aussi jouer le rôle de modèle, d'aller s'adresser aux collégiennes et lycéennes. L'écart d'âge étant plus réduit, ça permet aux collégiennes et lycéennes de pouvoir se projeter dans ces études, et notamment les études tech. Oui, surtout que
Caroline, vous me disiez en préparant cette table ronde que, effectivement, avoir comme référent des dirigeants d'entreprises en France, et notamment du CAC 40, les femmes, elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Non, les femmes ne sont pas très nombreuses dans le CAC 40, effectivement. Elles le sont plus dans les sphères américaines. Elles sont deux, hein, je crois. C'est ça, oui, c'est ça, 2 en France. Mais dans le numérique, effectivement, moi, quand je travaillais chez HP, dans les années 2000, il y avait déjà une femme, Carly Fiorina, à la tête mondiale d'HP. Ensuite, ça a continué avec Meg Whitman, qui était précédemment en charge d'eBay. Et donc, effectivement, je pense que dans le numérique, on est quand même en avance sur ces Yahoo également, secteurs-là. Exactement. Après, je voulais rebondir sur la partie rôle modèle. Ça, je suis tout à fait d'accord qu'il faut des rôles modèles à tous les niveaux de l'entreprise. Je pense que ça, tout le monde n'aspire pas de toute façon à être manager. Voilà, et ça, je pense que c'est assez parlant. Et ensuite, sur la partie aussi, je dirais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vais rebondir sur quelque chose. On est convaincu par le sujet et on travaille pour. Voilà, ça c'est sûr, mais c'était pas ça. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre si ça vous revient. Oui, on va avoir un petit quart d'heure de questions en fin de conférence, donc n'hésitez pas à les garder pour tout à l'heure. Comme ça, c'est beaucoup plus fluide et on vous donnera le micro, comme ça vous pourrez poser vos questions. Ça m'est revenu. Ça m'est revenu, Caroline. Oui, je voulais faire un aparté sur la partie, justement, carrière des femmes. Et je pense que dans le numérique, on est suffisamment en avance, alors chez SAP, mais c'est vrai aussi dans les autres boîtes du numérique, hein, sur le fait qu'on peut être une femme, avoir 3 enfants et très bien réussir sa carrière. Et on n'a pas besoin d'être au bureau à 8h du matin et d'en partir à 20h. Ça, je pense que c'est des choses qui ont beaucoup évolué dans le secteur de la tech, j'entends. Je ne dis pas dans toutes les entreprises. Mais justement, on a un secteur pénurique où on cherche des femmes. Et du coup, tout ça évolue. Ouais. En plus, la situation avec le Covid, je pense, et le télétravail, etc., a pas mal changé les choses. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas des calls à 19h, ou voilà. Mais je pense que quand même, on est sur la bonne voie de ce point de vue-là. Non, pardon, juste dans le télétravail a justement augmenté les écarts d'inégalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai mes amies salariées, elles se levaient à 5h du matin pour assurer la transmission des dossiers, la gestion des mails, jusqu'au lever des enfants. Ensuite, on nous a demandé, et évidemment, ce sont les femmes qui s'y sont collées, au devoir à reproduire le programme du professeur. On n'est pas prof, on n'est pas instit, on ne sait pas faire. En plus, en 5 minutes, c'est la crise. Donc, c'est pas possible. Et s'y remettre ensuite, après le coucher, jusqu'à des minuit, 1h du matin. Donc non, l'écart, en tout cas, le Covid, de ce côté-là, n'a pas été bénéfique. Ensuite, évidemment, il y a des sociétés, je ne parle pas de... Mais c'est quand même la tendance globale. Et les premières qui ont perdu leur emploi, ce sont les femmes. La première à qui on a proposé du temps partiel, ce sont les femmes. Et le fait qu'on manque de femmes dans la tech aussi n'a pas aidé. Alors, parlons chiffres avec vous, Caroline Baccini. Pôle emploi, quelle est la situation du marché du travail dans le numérique en Île-de-France ? Quelles sont les grandes tendances que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ? Alors déjà, peut-être plus globalement, nous avons vécu une crise sanitaire qui, on l'espère, sera bientôt derrière nous, mais pas encore en tout cas. Ouais. Mais malgré tout, la reprise économique est là. L'emploi est là. On le voit dans les volumes d'offres d'emploi qui sont disponibles aujourd'hui. On a une demande d'emploi en parallèle. Donc, demande d'emploi sont les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi. Au niveau de l'Île-de-France, qui a baissé de 6% sur un an et de 8% sur Paris. Voilà. Donc, on a plutôt des signes positifs. Alors, concernant quelques données sur l'emploi dans le numérique, chaque année, Pôle emploi réalise une enquête auprès des entreprises. On appelle l'enquête BMO, des besoins en main-d'œuvre, réalisée auprès d'un panel d'entreprises. Et la dernière enquête BMO de 2021 montre que le secteur du numérique est le secteur où il y a le plus d'intentions de recrutement. Voilà, elles étaient au nombre de 26 000 pour l'année 2021. Donc, c'était vraiment le secteur
top one, on va dire, d'intention de recrutement. Donc vous voyez que c'est vraiment des opportunités, comme je vous le disais depuis le début de notre séquence. En parallèle, on peut dire que ces intentions de recrutement se sont plutôt traduites dans la réalité, puisque nous avons enregistré à Pôle emploi un peu plus de 27 000 offres dans le numérique, c'est-à-dire 27 000 dépôts d'offres d'emploi par les entreprises en 2021. Donc vous voyez que les intentions de recrutement se sont traduites par des recrutements réels dans le secteur de la tech, en tout cas sur l'Île-de-France. Après, je dirais que les opportunités, elles sont là, mais elles sont d'autant plus présentes en Île-de-France, puisque l'Île-de-France représente 52% de l'emploi salarié de la tech. Et dans les intentions également de recrutement, il y a 2 départements qui apparaissent avec le plus fort taux d'intention de recrutement dans la tech, c'est Paris et le 92 et les Hauts-de-Seine. Voilà, donc c'est vraiment donc 2 départements où l'emploi dans la tech est là. Alors ensuite sur les emplois, on voit que donc sur 2021 et là sur les derniers mois, la reprise économique est là, notamment sur le numérique, mais avec également des nouveaux besoins. On en parlait rapidement tout à l'heure. C'est vrai que dans les recrutements, ils sont liés aujourd'hui à la transformation numérique qui amène des nouveaux besoins. Si on prend, ça va être dans le travail avec tout ce qui va être l'automatisation, la robotisation, dans les modes de travail, on en parlait avec la dématérialisation des outils, avec des environnements de travail différents où le numérique est de plus en plus présent. Et puis également dans notre façon de consommer. Et on l'a vu avec la crise sanitaire où le e-commerce a explosé et donc nécessite aussi des nouveaux besoins en termes de recrutement. Voilà, donc aujourd'hui, le marché du travail dans le numérique, il est double. Il y a vraiment des métiers qui sont très recherchés, tel tout ce qui va être développeur. On en parlait justement avec Caroline en aparté tout à l'heure, tout ce qui va être chef de produit, etc. Et puis, il y a aussi les métiers alors que c'est déjà les métiers d'aujourd'hui, mais qui seront encore plus les métiers de demain et qui progressent à une façon très significative. Et nous, on le voit aussi dans les offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi Île-de-France. C'est tout ce qui touche à la cybersécurité, au traitement de la data. Voilà, tous ces secteurs-là pour lesquels il y a des besoins. Vraiment croissants. Tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle, à la réalité augmentée. Donc là, on le voit, les besoins vraiment croissent et les entreprises sont vraiment à la recherche de ce type de profil. Et au-delà donc de proposer évidemment et de focuser les demandes d'emploi sur le secteur de la tech, vous encouragez aussi au sein de Pôle emploi à aller vers l'entrepreneuriat, je crois. Il y a des mesures, des actions concrètes qui sont menées de ce côté-là? Oui, bien évidemment. Donc, comme je vous le disais, lorsque un demandeur ou une demandeuse d'emploi est suivi par son conseiller référent, donc on réalise un diagnostic et on travaille le projet professionnel. Et puis, on le travaille également sur le volet création d'entreprise. Et c'est vrai que un certain nombre de demandeurs ou de demandeuses d'emploi qui s'orientent sur des formations numériques aussi ont dans la tête et ont comme projet d'aller sur de la création d'entreprise. Donc nous nous faisons des ateliers en interne pour aussi sensibiliser notamment les femmes à la création d'entreprise, parce que c'est pareil, ça peut être aussi un peu comme la tech, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui pensent à la création d'entreprise, même si ça a beaucoup évolué quand même et heureusement. Mais on est là aussi pour accompagner les femmes sur la création d'entreprise. On a des prestations aussi que l'on travaille avec des prestataires tels que Active Créa pour travailler son projet de création d'entreprise. On travaille aussi avec le conseil régional sur des prestations liées leaders. Voilà, donc il y a plein d'actions qui sont conduites et sur lesquelles on peut accompagner les femmes dans la création d'entreprise. Merci Caroline. Alors avant de passer à votre question, je vais oser laisser le mot de la fin à un homme, Nicolas Garnier.
Ça, c'est osé, mais je le céderai volontairement à une femme après quand même, Bon. juste pour revenir à une forme de normalité. 3 points très rapides. Le premier, je crois que c'est Marlène Schiappa qui avait dit ça il y a quelques années, sur le sujet des quotas. Elle avait dit, bon, le sujet des quotas, d'imposer des quotas, c'est peut-être la pire des solutions, mais en attendant, sur les conseils d'administration, ça a plutôt bien marché. Donc peut-être qu'il faut continuer à réfléchir dans cette voie-là. Alors est-ce que c'est des quotas à l'entrée à l'université? Est-ce que c'est les quotas au recrutement? C'est très compliqué, évidemment. C'est tout de suite une mesure qui peut sembler très, très ferme. Mais en tout cas, on n'a sans doute pas de solution idéale, mais ça peut être une piste de réflexion. La deuxième chose que je voulais dire, c'était revenir sur le sujet de la compétence contre la discrimination. Et je suis vraiment convaincu de ça. C'est que la meilleure façon de lutter contre toutes les formes de discrimination, c'est de travailler sur la compétence. Caroline évoquait les méthodes de recrutement par simulation, sur l'habileté, mais vraiment de sortir de la logique, évidemment, du recrutement sur diplôme, sur expérience. Et là-dessus, je crois que la tech et l'expérience de 42 aussi montrent que c'est possible, parce qu'on ne recrute pas une femme ou un homme, on ne recrute pas un habitant des quartiers, on ne recrute pas... je ne vais pas refaire la liste des discriminations, encore que c'est bien de le répéter tout le temps, en fonction de l'adresse, etc., mais on recrute une compétence adaptée aux besoins de l'entreprise, de l'employeur, du recruteur à un moment donné. Et puis, mon mot de la fin, mais vraiment, je voudrais céder la parole à une femme pour terminer cette table ronde, c'est que je recrute une experte réseau, SI, télécom, voilà. Donc, j'ai bien dit une experte, voilà. Donc, moi j'assume ma discrimination. Voilà, donc n'hésitez pas. Je pense que c'est publié sur le site de la mission locale, et sinon, vous avez au moins mon nom, et vous trouverez sans doute le reste quelque part. Caroline Garnier, Caroline Bacchini, Amel Kefif, un mot peut-être avant de passer aux questions ou... Juste pour vous dire, la lutte contre la discrimination, ça commence par soi-même en enlevant sa propre censure, hein, de je ne peux pas y arriver ou je ne peux pas. Juste voulais vous parler en quelques secondes d'une action qu'on a menée dans une visite d'entreprise, chez Google notamment en l'occurrence, et on a donc emmené des collégiennes, et à l'entrée de Google, on leur a posé une seule question: avez-vous une idée de ce que sont les métiers du numérique? Et à 85%, elles ont répondu non. Elles ont été prises en charge par petits groupes pendant 3 heures. Elles ont fait tout un parcours de découverte des métiers, du monde de l'entreprise. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles voyaient quelqu'un derrière un bureau, une cantine, un restaurant d'entreprise. Et à la sortie, on leur a posé 2 questions. Maintenant, avez-vous une idée de ce que sont les métiers du numérique? Et à 85%, elles ont répondu oui. Et la question, envisagez-vous de travailler dans le numérique? Et à 50%, elles ont répondu oui. Donc en quelques heures, on peut déconstruire des stéréotypes, une autocensure sur les métiers, en l'occurrence aujourd'hui le numérique. Alors, je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui améliorer ce score de 50% vu le nombre de jeunes femmes qui sont parmi nous aujourd'hui dans le public. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a un petit quart d'heure. Je vous en prie, madame. Nicolas, peut-être pour répondre à la première question. Oui, je laisserai mesdames répondre sur la deuxième. Sur la deuxième, je veux juste dire, l'important c'est d'avoir les compétences de demain, pas le métier de demain. Le métier de demain, vous ne pouvez pas l'avoir parce que je pense que personne dans la salle ne le connaît. Mais voilà, c'était juste une réaction. Sur la première partie, on est branché sur les mêmes programmes globalement, hein, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales. On a les programmes du Conseil régional, on a, Caroline l'évoquait, les formations qui sont financées par la ville de Paris. Et du coup, les règles d'allocation en période de formation sont les mêmes. Donc il n'y a pas de cumul possible. La mission locale verse une forme d'allocation dans le cadre de son accompagnement sur certains dispositifs, mais de fait, quand une personne est prise en charge au titre de la formation, elle ne peut pas à la fois être prise en charge au titre de la formation et d'un accompagnement. Donc on est sur les mêmes... Il y a beaucoup de complémentarité entre nous sur les services, mais en l'occurrence sur les règles d'allocation, on est sur le même tableau. Peut-être Caroline Garnier pour répondre à la question de l'obsolescence des métiers de la tech. Oui, alors sur cette partie-là, moi je crois que effectivement, se projeter sur les métiers de demain, c'est compliqué. Donc les compétences, effectivement, il faut les avoir. Ce qu'il faut avoir, c'est surtout la soif d'apprendre, en fait. Hein. Donc je pense que l'école 42 développe des profils qui ont cette envie d'apprendre, qui ont cette capacité de s'adapter. Moi, en tant que DRH, c'est les profils que je préfère, c'est-à-dire des personnes... Évidemment, il faut un minimum de compétences pour démarrer, mais qui ont la capacité de s'adapter et l'envie, parce qu'effectivement, sinon, c'est compliqué. Il y a justement une petite
D'autres questions? Je vous en prie. Bonjour, je suis à l'école 42 en reconversion, enfin, c'est plutôt un retour aux sources. Ma question c'est, ok, vous êtes tous prêts à embaucher des femmes et qu'en est-il Seniors femmes. Alors, Qu'en est-il des seniors femmes? SAP recrute, quel que soit l'âge, on recrute des gens qui ont même 60 ans. On a d'ailleurs signé hier un engagement avec une trentaine d'entreprises en faveur justement des plus de 50 ans. Donc, vous voyez, on est parfaitement... Tout à fait, tout à fait. Alors juste peut-être pour rebondir aussi en complément de Caroline, Caroline au niveau de Pôle emploi, donc on a conduit et on continue avec l'école 42 justement une opération sur les seniors. Donc justement, on a conduit une action on s'est aperçu en fait qu'on avait on avait un peu plus de 4000 informaticiens, informaticiennes inscrites à Pôle emploi Île-de-France qui avaient un projet de reconversion, en tout cas qui souhaitaient retourner à l'emploi, et on avait en parallèle des besoins en développement. Et donc, on a monté une action avec l'école 42 spécifique auprès des seniors. Et donc, en fait, l'idée, ce qu'on a partagé avec... c'est ce que vous en faites partie. Et ben voilà, vous êtes l'exemple d'un beau partenariat. C'est l'après qui me soucie, c'est pas la formation. Oui. Mais déjà, voilà, c'est un partenariat, donc Pôle emploi Île-de-France avec l'école 42 sur les seniors. Et en fait, je dirais que c'est vraiment bénéfique parce que vous avez votre expérience antérieure qui va s'enrichir de votre expérience au sein de l'école 42 pour vous donner tous les atouts derrière pour rebondir sur le marché du travail. Et en tout cas, les sessions qu'on a conduites avec l'école 42 sur ces opérations-là ont été plutôt très fluctuantes au niveau du retour à l'emploi. Nicolas, vous vouliez réagir, je crois. Oui, sur deux points. Le premier, c'est... je vais vous choquer un peu, mais probablement, mais c'est parce que ce terme-là est très utilisé. Pour moi, les seniors, ils sont dans les EHPAD. Je préfère parler des 45+. Mais on parle beaucoup des seniors. J'insiste là-dessus. On a des débats souvent, y compris avec la ville de Paris. Tout le monde parle des seniors dans le monde de l'emploi. Pour moi, j'ai dit ce que je pensais du terme de senior. Je parle des 45. Je préfère parler des 45+. Et plus ça va, plus je préfère parler des 45+. Mais ça, vous comprendrez pourquoi. Ceci dit, plus sérieusement, je suis bien placé pour savoir, et c'est tout à fait normal, justifié, argumenté, que la jeunesse, que les jeunes font l'objet de beaucoup d'attention, de mesures, d'accompagnement, parce que c'est l'avenir du pays, parce que tout ça est très, 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 très rationnel. Les 45+, on parle beaucoup de la difficulté du chômage des 45+, mais on parle moins de la façon dont on l'accompagne. C'est sûrement plus compliqué, il y a des questions de deuil du métier d'avant, des questions de niveau de rémunération, voilà. Sur l'école 42, je m'autoriserai parce qu'il se trouve qu'on s'est un peu... succédé avec Caroline. La première promotion de 45+ à l'école 42, quand Pôle emploi a travaillé avec l'école 42, s'est dit bon, on va pas les mettre dans la piscine parce qu'ils sont un peu fragiles, quoi. Faut qu'on fasse attention. À la fin de la première promotion, l'ensemble de la première promotion a dit par pitié, si vous changez un truc l'année prochaine, mettez nos camarades dans la piscine. Ce qui s'est fait l'année d'après, et tout va bien, quoi. Voilà. Et du coup, après, voilà. Donc, c'est juste, je dis ça pour une question de représentation. Et puis, un autre avantage de ça. D'après ce qu'on m'a dit. Juste plus de touches. Voilà. Mais ça vient, ça arrive. De l'hébergement, tout arrive. Et puis l'autre chose, c'est le sujet quand même, parce qu'il y a quand même une différence d'âge entre des jeunes qui ont 20 ans et des jeunes qui ont 45, 46 ou 47 ans. Mais il y a un sujet de relations intergénérationnelles qui est assez bluffante, quoi. Enfin voilà, je détaillerai pas, mais c'est vraiment une très belle expérience. Et juste pour terminer, puisqu'on évoque 42, j'ai bien fait de venir parce que j'ai découvert, je ne savais pas que 42 développe aussi un programme autour de l'inclusion, parce qu'on a nous, des jeunes accompagnés chez nous qui ont du mal, pour le coup, avec la piscine, ou qui ont du mal à ressortir de la piscine, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, voilà, il y a un format piscine accompagné pour permettre aussi aux personnes qui en ont le plus
plus besoin et qui ont le plus de difficultés avec ce format-là, à un moment donné, d'intégrer 42. Donc je repars avec des nouveaux projets, et c'est quand même le plus intéressant. Formidable. Merci Nicolas. Petite question de votre côté, madame. Par rapport à, parce qu'on a parlé d'opportunités pour les femmes, j'ai une question par rapport au salaire. Parce que je me demande, est-ce que du coup, dans le numérique, les différents salaires sont les mêmes que dans les autres secteurs? La première question. Et la deuxième question, c'est entre quelqu'un qui sort d'une reconversion de 42 ou quel que soit le diplôme qu'il a fait, est-ce qu'il a le même niveau de salaire que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur? Alors, nous, on ne recrute pas sur les niveaux d'école. Donc, effectivement, on recrute sur un poste. Donc, on paye en fonction du poste. Et pas le poste a un salaire prédéfini, a priori. Exactement. D'un point de vue général, vous avez une vision chez vous, je vois bien, mais c'est dans les autres entreprises que c'est pareil ou c'est vraiment le même? Ça dépend des entreprises. Je vous en prie, madame. Bonjour. Moi, je souhaiterais me renseigner par rapport aux formations que vous proposez pour les demandeurs d'emploi. Quelles sont les périodes et quelles sont... Je pourrais vous mettre en contact avec les personnes qui s'occupent de ça, parce que moi, je n'ai pas tous les détails, mais il y a un beau programme. C'est des personnes qui sont en interne dans l'entreprise. Vous pourrez échanger à la fin de la conférence, de toute façon. Madame, je vous en prie. Est-ce qu'il faut nécessairement être inscrit à Pôle emploi ou en congé de reclassement au peut aussi en bénéficier? Oui, si vous êtes en congé de reclassement, dans le cadre de CSP, c'est ça? Oui. Oui, donc là, il n'y a pas de souci. D'autres questions, peut-être? On arrive tout doucement. On nous a demandé d'aller jusqu'à l'écart. Il est 12. On a encore 3 minutes. Madame. Moi, c'est pas vraiment une question, mais je voulais simplement rebondir sur le terme senior. Oui. Parce que j'ai entrepris une reconversion dans le numérique et je viens de finir une formation. Vous n'êtes pas senior, rassurez-moi. Non, mais Je ne comprenais pas, là. Hein. sur le processus de recrutement. Ouais. J'ai pas fait 1000 lettres d'embauche parce que c'est assez stressant. Mais j'ai quand même dans mes mails, vous n'êtes pas assez senior. Donc c'est quand même assez triste parce que c'est à double tranchant. Expérience. Comme le mentionnait madame, quand on est une femme, on cumule en fait la double peine. La peine d'être une femme et d'être soit trop jeune, ou trop vieille, ou trop active, ou trop ci, ou trop ça. Et si je peux me permettre aussi de répondre à la question de la demoiselle, du coup madame, je pense qu'à partir du moment où on est en France et que tu sors d'une école d'ingé, tu auras quand même un salaire parce que tu as fait plus d'études qu'une reconversion. Aujourd'hui, ça tend à changer. Peut-être que tu seras traité de la même manière au moment du recrutement, mais malheureusement, je pars en connaissance de cause. Mais peut-être que je me trompe et que... Mais il ne faut pas partir battu, quand même. Hein. Je ne pars pas là-dessus. Toujours. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a une impulsion, une dynamique et quelque chose de très positif qui est amorcé et j'en ai pas toutes les unes les autres, mais la réalité du terrain, elle est très difficile au quotidien. Caroline Bacchini, une réaction? Oui, je veux juste rebondir par rapport à ce que vous disiez, madame. Je pense que les mentalités évoluent, même dans le recrutement. Hein. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des méthodes de recrutement innovantes. Et je vais vous en exposer une très rapidement, notamment qu'on a lancé avec Pôle emploi et puis le COJO dans le cadre des Jeux Olympiques. Ça s'appelle l'opération Le Stade vers l'emploi, où en fait le matin, les recruteurs et les demandeurs et demandeuses d'emploi pratiquent des activités sportives douces. Hein, on ne fait pas les Jeux Olympiques, mais de façon anonyme en fait. Donc en fait, on ne sait pas qui est demandeur d'emploi, qui est employeur, qui est recruteur. Donc ça permet à l'entreprise d'aborder la personne différemment, enfin les personnes différemment, de regarder un petit peu la motivation, l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe. Ils déjeunent également toujours sous l'anonymat. Et puis l'après-midi, se tiennent les entretiens. Là, on découvre qui est le recruteur et qui est le demandeur ou la demandeuse d'emploi. Et on réalise les entretiens dans un coin du stade. Donc, on lève un peu tous les stéréotypes, je dirais un peu standard de l'entretien de recrutement derrière un bureau, dans le bureau du DRH.
Voilà, et ça fonctionne très bien, puisqu'on l'a fait sur Paris. Il y a plusieurs opérations qui sont conduites en Île-de-France et on a des taux de recrutement après ces opérations de plus de 70% de retour à l'emploi. Donc vous voyez que voilà, les méthodes de recrutement évoluent. Donc voilà, il y a le CV, mais il n'y a pas que le CV aujourd'hui. Ça évolue beaucoup. Je vais juste vous répondre, madame. En fait, depuis 2012, je travaille dans ce secteur, développement, et puis j'ai changé 4 sociétés. À chaque fois, je voulais en fait dire contraire de votre... En fait, à chaque fois, j'ai posé mon CV, mes diplômes, et personne m'a demandé les diplômes. À chaque fois, je suis allée, ils m'ont demandé d'aller devant un ordinateur, taper le code, faire le test, et puis dès que vous voyez les compétences, dans le secteur numérique... Bienvenue dans la tech. J'entends bien, mais est-ce que le salaire suit et c'est le même que... le salaire, quand vous voyez dans les offres, oui, c'est exactement des fourchettes. Généralement, c'est des postes et un poste correspond à un salaire. Voilà. Alors, on dépasse légèrement, peut-être une toute dernière question. Allez, 2 dernières questions. D'abord madame et après madame. Vous pouvez préciser à nouveau où ont lieu ces méthodes de recrutement? Je n'ai pas compris peut-être le début. Alors, il y a plusieurs méthodes de recrutement. La dernière que je viens de vous parler, c'est le stade vers l'emploi. Donc, il y aura plusieurs opérations, notamment au mois de mai sur Paris. Donc, vous aurez toutes les informations sur le site Pôle emploi. Il y aura une communication qui sera faite de façon plus globale, avec plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité. Mais dans la tech toujours, ou alors très diversifié? C'est très diversifié. Dernière question, madame. Témoignage, juste Oui. pour dire de ne pas avoir peur des quotas. Parce que moi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Algérie. J'étais sportive. En Algérie, il n'y avait pas d'équipe masculine s'il n'y avait pas d'équipe féminine. Oui. On n'avait pas le droit de faire des compétitions. Si vous voulez du basket minime garçon, il fallait une équipe de basket minime. On se débrouille, on les cherche, on les trouve. C'est pour ça que le sport était très développé en Algérie. Parce qu'on ne pouvait pas faire de compétition. Quand on a commencé ici en France, bon, moi, c'est on ne va quand même pas choisir une femme parce que c'est une femme pour aller en politique. Non, c'est pas grave. À partir du moment où on vous dit qu'il faut des femmes, vous allez commencer à les regarder différemment. Celles qui sont autour de vous, pour les proposer, pour les mettre. Donc le quota, c'est une bonne voie pour la parité. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Hein. Pendant longtemps, j'étais presque opposée au quota quand j'étais jeune. Et je pense qu'effectivement, pour évoluer plus vite, parce que sinon, ça va prendre des siècles, Marche forcée. le quota a sa vertu. Alors, juste un dernier point, même si on est un peu en retard, sur l'école 42, c'est un bel endroit, vous le côtoyez pour la plupart, atypique dans sa manière de former, d'accueillir les jeunes et les moins jeunes. Quel regard, vous, en tant que de l'autre côté de la barrière, vous portez sur cette école? On va peut-être commencer avec Caroline Garnier et puis on passe la parole très brièvement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu ce que j'aimais bien dans l'école 42. Après, nous, on invite aussi nos managers à ne pas recruter des clones et justement à recruter des profils qui ne leur ressemblent pas. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui va faire la richesse de l'entreprise et l'innovation. Donc, l'école 42 est là-dedans, je pense. Caroline Maccini, je pense que vous êtes convaincue puisque vous êtes partenaire des écoles 42. Voilà, donc ça fonctionne très bien pour les demandeurs et demandeuses d'emploi. Je dirais que c'est une école qui donne sa chance et qui donne envie. Et puis aujourd'hui, c'est quand même une école de référence. Et dont le diplôme est reconnu désormais. Amel, de votre côté? Moi, je suis admirative de ce qu'est l'école 42 parce qu'effectivement, c'est l'école de l'égalité des chances, quel que soit l'âge, le sexe, d'où on vient en fait. C'est aussi l'école qui permet d'entreprendre sa vie. Donc, on a une véritable mindset d'entrepreneur et c'est ce que je dis, il faut être architecte de sa vie. Et quand je vois des personnes comme vous, madame, qui reprenez une conversion professionnelle, je ne sais pas quel âge vous avez, donc en tout cas, non mais si je vous
Voilà. Non, mais en tout cas, voilà. Donc c'est admirable. En tout cas, comme toutes ces femmes. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Effectivement, faut pas partir avec l'idée que c'est pas possible. On y va. Et effectivement, vous aurez peut-être 50 refus. Donc moi aussi, j'ai connu ça. 50 refus, 70 refus. On comprend pas jusqu'au jour où on a que ça passe. Et c'était la meilleure de toutes les autres. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Mais en tout cas, bravo. Effectivement, la tech, c'est des métiers d'avenir. Et pour la personne qui se demandait comment justifier, comment évoluer quand les emplois changent aussi vite. L'obsolescence, merci. Qui est non programmée, mais qui pourtant l'est parce que le monde va plus vite aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, parfois, il faut peut-être un peu mentir et dire très clairement, je l'ai fait. Donc... et c'est pas syndrome de l'imposture, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens, c'est pas mentir sur ses compétences, parce que de toute façon, faut pas les réserver qu'aux garçons. Mais sur une dénomination d'un poste, oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui, absolument. C'est ça, exactement. C'est pour passer ça. Voilà, donc, et donc quand on a des entreprises comme SAP qui sont exemplaires sur le recrutement et qui comprennent bien qu'une personne qui a fait ça va savoir s'adapter au poste suivant, même si le poste est inexistant sur son CV, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Merci Amel. De votre côté, Nicolas, 42. 42, c'est tout ça. Et surtout, on va y arriver. C'est une école qui est dirigée par une femme. Oui, Sophie. Voilà, c'est tout.